Dégage, papy. Y en a qui bossent ?» Il ne répondit pas. Il se contenta d'essuyer le miroir du bus d'un revers de main, puis ouvrit la porte avec son calme habituel. Même botte, même silence, chaque matin. Mais ce jour-là, un jeune engagé impressionna même Camille, la responsable de dépôt. Il s'immobilisa net en apercevant, juste sous la manche retroussée du chauffeur, une encre presque effacée par le soleil et les années, une forme que seuls les initiés peuvent reconnaître. Un trident, un aigle, une encre entrelacée. Le tatouage des forces spéciales marines. Le jeune se redressa d'un coup. En garde, le chauffeur, lui, ne leva même pas les yeux. Il marmonna simplement « L'horloge tourne, matelot !» Et tout le bus se figea dans un silence aussi dense qu'un soir d'orage. Si vous pensez que les véritables légendes n'ont pas besoin de se présenter, laissez un mot dans les commentaires et dites-nous de quelle ville vous regardez. Maintenant, reprenons l'histoire. Le bus numéro 12 arrive chaque matin à 5h45 à la seconde près. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Son chauffeur, la soixantaine bien passée, visage buriné, regard d'orage lointain, ne varie jamais de routine. Nettoyer les rétroviseurs, vérifier les indicateurs, ouvrir la porte, la refermer, démarrer. Pas de bonjour, pas de bavardage météo, juste la précision mécanique d'un homme qui conduit un bus comme on mène une opération tactique. Son badge de nom dit Henri, mais personne ne l'appelle ainsi. Au dépôt, les autres chauffeurs l'appellent le vieux ou les Rangers, en référence à ses bottes militaires qu'il porte toujours malgré l'uniforme réglementaire. Sa veste d'un bleu nuit fané n'a ni écusson ni insigne. Et pourtant, elle repose sur lui avec une autorité silencieuse qui fait taire les plus jeunes. « Ils l'ont pas encore foutu à la retraite ?» marmonne Hugo, un conducteur de 30 ans à peine, alors qu'il l'observe vérifier méthodiquement son bus. Il doit même plus voir la route, ce fossile. Henri garde toujours la manche gauche retroussée, juste assez pour laisser respirer son avant-bras. Pas assez haut pour que ce soit une faute professionnelle, peut-être pour une autre raison. C'est une machine, ce gars, continue Hugo. Même visage, même ligne, même geste, je parie qu'il rêve en horaire de passage. Ce que peu de gens savent, sauf peut-être la responsable du dépôt, c'est qu'Henri n'a jamais été en retard. Pas une seule fois en 12 ans. Ni pendant la tempête de neige de 2018, ni pendant les inondations de la vieille ville, pas même quand la grève paralysa les 3/4 du réseau. Ce matin-là, alors que le bus numéro 12 traverse la zone militaire près de la base navale, un jeune engagé monte à bord. Il porte un uniforme impeccable, posture droite comme une règle, les cheveux fraîchement coupés, on sent encore la poudre du talc du barbier. « Bonjour monsieur », dit-il par réflexe militaire. Henri jette un regard dans le rétroviseur, puis revient à la route. Pas un mot. Le jeune s'assoit près de l'avant, l'un des rares passagers à cette heure. Il observe attentivement les gestes du chauffeur, le balayage des rétros, les changements de vitesse précis, les mouvements sobres mais contrôlés. Rien ne dépasse. À l'arrêt de la rue des Oliviers, une vieille dame monte difficilement avec ses sacs de course. L'un d'eux cède, des pommes roulent sur les marches. Sans un mot, Henri serre le frein, coupe le moteur et s'agenouille pour ramasser les fruits, avec un calme désarmant. Pas une grimace, juste l'efficacité. Il hoche la tête au remerciement embarrassé de la dame, puis redémarre sans commentaire. Le jeune engagé fronce les sourcils. Il y a quelque chose qui cloche, ce type n'a rien d'un simple chauffeur. Au fil du trajet, le bus se remplit peu à peu. Les passagers habituels somnolent contre les vitres, absorbés par leurs écrans. Personne ne regarde Henri, ou plutôt, il le voit-il sans vraiment le remarquer. Mais le jeune, lui, observe tout, les cales sur les mains, les yeux qui inspectent discrètement chaque passager qui monte, le dos qui ne se courbe jamais, même après 2 heures de conduite. Quand le bus arrive devant le centre d'entraînement militaire, le jeune descend, mais marque un arrêt sur la dernière marche. « Merci pour le trajet, monsieur ». Les yeux d'Henri croisent brièvement les siens dans le rétroviseur. Un battement de cœur, puis il regarde à nouveau droit devant lui. Le lendemain matin, le ciel est clair, l'air vif. Le jeune revient. Même bus, même siège. Sauf que cette fois, il s'installe exprès à un endroit stratégique. Là où le soleil levant frappe le pare-brise, puis l'intérieur. À un virage précis, la lumière glisse sur l'avant-bras du chauffeur, et là le jeune voit ce qu'il redoutait, ce qu'il espérait, une encre à moitié effacée, le trident, l'encre, l'aigle, l'insigne des unités spéciales. Son souffle se bloque, il attend le prochain arrêt, quand les quelques passagers à l'avant descendent. Puis il se penche légèrement, parle en bas. « Monsieur, vous avez servi ?» La question reste suspendue. Feu rouge, silence, vert.
Finalement, sans tourner la tête, « J'ai servi », 2 mots, rien de plus. Mais il pèse lourd. Le jeune se redresse, comprenant que la conversation est terminée. Pourtant, quelque chose a changé. Le silence entre eux n'est plus celui de 2 étrangers. C'est celui de 2 frères d'armes séparés par les années. Le bouche à oreille, dans les cercles militaires, va plus vite que les transmissions radio. L'après-midi même, les rumeurs volent dans les casernes. Le chauffeur du 12, ancien commando. « T'es sûr ? J'ai vu le tatouage, et il a confirmé. » En quelques jours, un poste apparaît sur un forum militaire. Un ancien monstre de la marine conduit le bus 12 à Saint-Roch. J'ai reconnu l'ancre. Quelqu'un connaît son histoire ? Un ancien officier, Lionel Durand, tombe sur le message. Quelque chose résonne. Un nom, entendu jadis sur le terrain. Il appelle un vieil ami aujourd'hui aux archives du ministère. Ce samedi-là, le bus 12, d'habitude à moitié vide, s'arrête devant la base militaire. 8 jeunes attendent déjà alignés au cordeau. Ils montent sans un mot, chacun inclinant la tête avec respect. L'un d'eux lève la main pour saluer, puis se ravise à la dernière seconde. Henri ne montre aucune réaction, mais il regarde chaque visage un peu plus longtemps que d'habitude. Le lundi suivant, un homme en uniforme entre dans le bus numéro 12. Il est droit, décoré, la cinquantaine, regard d'acier. Les jeunes se lèvent aussitôt. Il marche jusqu'à l'avant et s'arrête à côté du conducteur. « Monsieur » demande-t-il d'une voix posée, « permission de monter à bord ?» Henri expire lentement, puis le regarde pour la première fois. « Trouvez une place, colonel !» Le colonel s'assoit juste derrière lui. Après plusieurs minutes, il reprend à voix basse « J'ai vérifié les dossiers. Commandant Henri Leclerc, unité spéciale marine. 3 missions longues. Étoile de bronze avec distinction. Porté disparu 2 fois. Retrouvé vivant. À chaque fois, mission accomplie malgré les blessures. Les jointures d'Henri blanchissent sur le volant. Cet homme est à la retraite depuis longtemps, colonel. Le ton est sec. Avec tout le respect, monsieur, vous savez comme moi que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce même soir, le colonel confirme ce que les murmures laissaient deviner. Le conducteur du bus 12 n'est autre qu'un ancien commandant d'unité spéciale marine, Henri Leclerc. Autrefois, il était connu parmi les plus aguerris comme une légende discrète. Son nom, classé dans des rapports toujours censurés, circulait uniquement par respect dans les cercles fermés. Ce que faisaient certains hommes restait enterré, pas par honte, mais parce que la mission comptait plus que la gloire. Son choix de reconversion, conduire un bus en silence dans une petite ville portuaire, posait une question simple. Et si certains héros choisissaient la paix au cœur de l'anonymat ? Dès le mercredi suivant, la première halte devant la base militaire ne compte plus 8, mais 15 passagers, tous en tenue civile, mais à la posture militaire indiscutable. Ils montent l'un après l'autre, sans un mot, juste un hochement de tête. Henri garde les yeux sur la route, mais son regard capte, dans le rétroviseur, celui du jeune engagé. « Dubois », dit-il simplement, non prononcé comme un code. Durant les exercices de nuit, reste concentré. C'est là que la moitié des recrues échouent. Dubois cligne des yeux, abasourdi, d'être reconnu, d'être conseillé. Il se redresse instinctivement. « Oui, monsieur, merci, monsieur. » Henri reprend le volant. Son bras gauche reste retroussé comme toujours. Le tatouage n'est ni caché, ni exposé. Il est là, comme une vérité qui n'a pas besoin d'être répétée. Ceux qui savent y voient, les autres ne demandent rien. En quelques jours, l'histoire d'Henri Leclerc fait le tour de la base, puis dépasse les murs de la caserne. Sur les réseaux privés de la marine, dans les salles de briefing, dans les messes, son nom réapparaît comme un courant d'eau profonde, invisible en surface, mais puissant et constant en dessous. Dans les cafés où se retrouvent les anciens, on murmure son nom avec un respect rare. Un journaliste local, mis au parfum par un vétéran à la retraite, tente une approche. Il l'attend au dépôt, à la fin de son service. « Commandant Leclerc, on adorerait faire un reportage sur vous. Votre parcours, votre reconversion. » Henri continue d'inspecter méthodiquement ses freins. « Pas d'interview, dit-il sans le regarder. Et c'est juste Henri, maintenant. » Le journaliste insiste. « Vous pourriez inspirer toute une génération, monsieur, surtout les jeunes qui s'engagent. » Cette fois, Henri se redresse et le fixe droit dans les yeux. Les jeunes doivent écrire leur propre histoire, pas vivre à travers la mienne. Ce refus net n'étouffe pas la curiosité. Au contraire, les messages privés affluent sur les forums militaires. Des journaux spécialisés demandent des informations. Les demandes d'entretien tombent de toutes à l'eau. Henri ne répond pas, mais les militaires, eux, comprennent. Au dépôt,
Le directeur du réseau remarque l'augmentation des passagers en uniforme sur la ligne 12. Après avoir consulté les archives publiques, il découvre la vérité. Sans faire de vagues, il fait apposer une petite plaque de bronze à côté du tableau d'affichage des chauffeurs. Elle dit simplement « Henri Leclerc, dont le silence a plus enseigné que 1000 discours ». Henri ne dit rien en la découvrant. Mais ses collègues remarquent qu'il semble marcher encore un peu plus droit ce matin-là. Au fil des semaines, son bus devient une sorte de sanctuaire mobile. Les militaires qui montent à bord évitent de parler à voix haute. Certains s'occupent bien même de ramasser les papiers laissés par d'autres passagers, maintenant le bus aussi propre qu'un vestiaire de base, par respect. Un matin, un adolescent monte, casque vissé sur les oreilles, musique à fond, râlant contre la lenteur du trajet. « Oh Pépé, tu peux pas appuyer un peu sur le champignon? On a des trucs à faire, nous !» Avant même qu'Henri ne réagisse, Dubois, assis 2 rangs plus loin, se retourne lentement. « Fais attention à ton ton, dit-il, calme mais ferme. Cet homme a versé son sang pour que tu puisses t'exprimer comme tu le fais. » Le jeune, pris de court, baisse le volume et marmonne une excuse. Henri, les mains sur le volant, capte le regard de Dubois dans le miroir. Un infime hochement de tête suffit pour transmettre tout son respect. Le centre d'entraînement militaire envoie une lettre officielle. Ils invitent Henri à prendre la parole à la cérémonie de fin de formation. Il répond par un mot manuscrit que le commandant de l'école choisit finalement d'encadrer dans son bureau. Il dit « Les meilleurs hommes que j'ai connus ne sont jamais rentrés. Ne me saluez pas, saluez-les ». Un professeur du lycée local, dont le père était marin, crée une séquence pédagogique intitulée « La valeur moderne du silence ». Inspiré de cette histoire, il enseigne à ses élèves que l'héroïsme ne porte pas toujours d'uniforme, que parfois il conduit un bus en silence. Petit à petit, la présence d'Henri change l'atmosphère de la ville. Les anciens combattants sont salués plus sincèrement. Les conversations sur le service militaire ne sonnent plus comme des obligations de politesse, mais comme une curiosité réelle, un respect qui renaît. Un mardi pluvieux, un homme monte dans le bus, seul. Costume taillé sur mesure, allure impeccable. L'ancien soldat qui sommeille en lui se devine immédiatement. Henri le reconnaît à peine. Pourtant, ses yeux s'attardent un peu. C'est le sénateur Jacques Malherbe, ancien membre d'unité spéciale et actuel président de la commission défense au Sénat. Il ne dit rien, il fait simplement le trajet en silence. Au moment de descendre, il dépose une pièce sur le tableau de bord, un jeton de défi, frappé de l'insigne des commandos marins, époque de leur service commun. Ce jeton restera là, posé, pour toujours. Pendant ce temps, Dubois, presque en fin de formation, tient un carnet, un journal de bord personnel. Il y écrit « Chaque matin que je monte dans ce bus, j'apprends ce que la discipline signifie, en mouvement. » Henri ne donne pas de cours. Il démontre, avec chaque arrêt parfaitement chronométré, chaque virage, chaque vérification de rétroviseur. Il est encore en patrouille, juste sous une autre forme. Un jour, une nouvelle recrue lui demande « Monsieur, votre moment le plus héroïque, c'était quoi ?» Henri répond, comme toujours, brièvement. « Être là le lendemain. » La recrue fronce les sourcils. Il ne comprend pas. Dubois lui explique ensuite. Il veut dire que le courage, ce n'est pas un grand moment spectaculaire. C'est le fait de continuer après, d'être là, encore, le jour d'après. Henri ne répond jamais aux marques de reconnaissance qui s'accumulent autour de lui. Pas plus qu'il ne réagit à la plaque en bronze, au silence respectueux des militaires dans son bus, ou au regard lourd de sens dans le rétroviseur. Mais ses yeux, lorsqu'ils croisent ceux de ses passagers en uniforme, révèlent une profondeur qu'aucun discours ne pourrait égaler. Il n'a pas besoin de mots, sa présence suffit. Un matin glacé de janvier, les habitués de l'arrêt devant la base militaire se figent. Ce n'est pas Henri qui est au volant. Un autre chauffeur, plus jeune, conduit le bus. Il fait son travail avec sérieux, mais les différences ne sautent aux yeux. Les arrêts sont un peu moins précis, les virages moins fluides. Le silence à bord est plus pesant. 3 jours passent sans nouvelles d'Henri. L'inquiétude grandit. Personne ne sait, personne ne demande ouvertement. Mais chacun ressent le vide. Ce refus net n'étouffe pas la curiosité. Au contraire, les messages privés affluent sur les forums militaires. Des journaux spécialisés demandent des informations. Les demandes d'entretien tombent de toutes à l'eau. Henri ne répond pas. Mais les militaires, eux, comprennent. Au dépôt, le directeur du réseau remarque l'augmentation des passagers en uniforme sur la ligne 12. Après avoir consulté les archives publiques, il découvre la vérité. Sans faire de vagues, il fait apposer une petite plaque de bronze à côté du tableau d'affichage des chauffeurs. Elle dit simplement «
Henri Leclerc, dont le silence a plus enseigné que 1000 discours. Henri ne dit rien en la découvrant. Mais ses collègues remarquent qu'il semble marcher encore un peu plus droit, ce matin-là. Au fil des semaines, son bus devient une sorte de sanctuaire mobile. Les militaires qui montent à bord évitent de parler à voix haute. Certains s'occupent même de ramasser les papiers laissés par d'autres passagers. Maintenant, le bus aussi propre qu'un vestiaire de base, par respect. Un matin, un adolescent monte, casque vissé sur les oreilles, musique à fond, râlant contre la lenteur du trajet. « Oh Pépé, tu peux pas appuyer un peu sur le champignon? On a des trucs à faire, nous ?» Avant même qu'Henri ne réagisse, Dubois, assis 2 rangs plus loin, se retourne lentement. « Fais attention à tonton, dit-il, calme mais ferme. Cet homme a versé son sang pour que tu puisses t'exprimer comme tu le fais. » Le jeune, pris de court, baisse le volume et marmonne une excuse. Henri, les mains sur le volant, capte le regard de Dubois dans le miroir. Un infime hochement de tête suffit pour transmettre tout son respect. Le centre d'entraînement militaire envoie une lettre officielle. Ils invitent Henri à prendre la parole à la cérémonie de fin de formation. Il répond par un mot manuscrit que le commandant de l'école choisit finalement d'encadrer dans son bureau. Il dit « Les meilleurs hommes que j'ai connus ne sont jamais rentrés. Ne me saluez pas, saluez-les. » Un professeur du lycée local dont le père était marin crée une séquence pédagogique intitulée « La valeur moderne du silence ». Inspiré de cette histoire, il enseigne à ses élèves que l'héroïsme ne porte pas toujours d'uniforme, que parfois il conduit un bus en silence. Petit à petit, la présence d'Henri change l'atmosphère de la ville. Les anciens combattants sont salués plus sincèrement. Les conversations sur le service militaire ne sonnent plus comme des obligations de politesse, mais comme une curiosité réelle, un respect qui renaît. Un mardi pluvieux, un homme monte dans le bus, seul. Costume taillé sur mesure, allure impeccable. L'ancien soldat qui sommeille en lui se devine immédiatement. Henri le reconnaît à peine. Pourtant, ses yeux s'attardent un peu. C'est le sénateur Jacques Malherbe, ancien membre d'unité spéciale et actuel président de la commission défense au Sénat. Il ne dit rien, il fait simplement le trajet en silence. Au moment de descendre, il dépose une pièce sur le tableau de bord, un jeton de défi, frappé de l'insigne des commandos marins, époque de leur service commun. Ce jeton restera là, posé, pour toujours. Pendant ce temps, Dubois, presque en fin de formation, tient un carnet, un journal de bord personnel. Il y écrit « Chaque matin que je monte dans ce bus, j'apprends ce que la discipline signifie, en mouvement. » Henri ne donne pas de cours. Il démontre, avec chaque arrêt parfaitement chronométré, chaque virage, chaque vérification de rétroviseur. Il est encore en patrouille, juste sous une autre forme. Au 4e jour, le bus 12 réapparaît avec Henri au volant. Il ne dit rien, comme toujours, il nettoie les rétroviseurs, vérifie les jauges, ouvre la porte, même botte, même silence. Mais quelque chose a changé. Juste derrière son siège, solidement attaché, se trouve un triangle en bois contenant un drapeau américain plié. Aucun mot n'est prononcé. Mais tous comprennent. Quelqu'un est rentré chez lui pour la dernière fois. À l'arrière du bus, Dubois retire sa casquette et la garde contre sa poitrine pendant tout le trajet. Un à un, les autres militaires à bord en font de même. Aucun mot, mais un silence qui gronde plus fort qu'un hommage officiel. Dans le rétroviseur, les yeux d'Henri brillent. Non de larmes, mais d'une reconnaissance muette. Il a vu. Il a compris. Henri continue de conduire le bus 12 pendant encore 3 ans. Toujours aussi ponctuel, toujours aussi rigoureux. Sa légende grandit sans jamais qu'il ne dise un mot. Les jeunes recrues considèrent désormais un trajet avec lui comme une forme de rite de passage, une leçon silencieuse avant la tempête de leur formation. Quand la régie des transports annonce sa retraite, il refuse toute cérémonie. Aucune fanfare, aucune médaille, juste un dernier trajet. Ce matin-là, chaque siège du bus est occupé par des vétérans, des militaires en service, des jeunes recrues, tous en vêtements civils. Mais leur port de tête ne trompe pas. C'est une garde d'honneur en mouvement. Le trajet de 40 minutes se fait dans un silence absolu. Pas un téléphone, pas un mot. Seulement le ronronnement du moteur et le cliquetis des freins, comme un battement de cœur collectif. Quand Henri gare le bus pour la dernière fois au dépôt, il découvre que les autres véhicules ont été stationnés en formation autour d'un nouveau monument discret, placé au centre du dépôt. Une pierre sombre, sobrement gravée. Les héros ne se proclament pas. Ils font leur devoir, chaque jour. Henri lit l'inscription, une fois, pas deux.
Puis il hoche la tête, presque imperceptiblement, et attrape son sac usé posé derrière son siège. Il descend, toujours droit, toujours silencieux. De chaque côté de son chemin, les passagers sont descendus. Ils se tiennent immobiles, formant une haie silencieuse. Personne ne salue, personne ne parle, mais chacun se tient droit comme un piquet, les bras le long du corps, les yeux fixés droit devant. Au bout du rang, un pick-up bleu foncé attend. Dubois est là, en uniforme cette fois. Officier, désormais, il sourit légèrement. « Besoin d'un lift, commandant ?» Henri s'arrête. Un instant, le silence suspend la scène comme une photographie. Puis il répond simplement « Merci, lieutenant ». Il monte dans le véhicule et s'en va. Un photographe du journal militaire, présent ce jour-là, immortalise la scène. Un vieil homme, silhouette solide malgré les années, s'éloigne du bus, son sac à l'épaule, tandis que 22 militaires en tenue civile lui rendent hommage sans un mot. La photo deviendra virale dans les cercles militaires, puis bien au-delà. La légende sous l'image est aussi simple que poignante. Henri Leclerc, commandant unité spéciale marine. Il n'a jamais eu besoin de projecteur, juste d'un volant. Avec le temps, l'histoire du chauffeur du bus 12 se fait plus discrète. Mais à la base militaire de Saint-Roch, les recrues continuent de l'entendre lors de leurs premiers jours. L'excellence, ce n'est pas la reconnaissance, leur dit-on. C'est faire ce qu'il faut, au moment où il faut, que quelqu'un regarde ou pas, comme l'homme qui conduisait le 12e. Si vous seriez prêt à vous lever pour des héros silencieux comme lui, laissez un mot de respect dans les commentaires et abonnez-vous à Cœur de Fer pour d'autres récits d'honneur en silence.